Vous le savez, je vous parle souvent des énergies fossiles et des principales entreprises qui en ont fait leur profit. Mais ce dont on vous parle moins, c'est le lien entre ça et ça. Ok, ouais, on va parler de la guerre, je suis très à l'aise. Ça peut paraître lointain et pourtant les liens sont évidents, on vous les explique maintenant. S'il y a bien un sujet qui est au centre du débat écologique et que pourtant personne ne comprend vraiment, et on s'inclut dedans, c'est bien l'énergie. Alors on a décidé de plonger la tête dans les rapports, de poser nos questions à des scientifiques qui travaillent sur le sujet et d'essayer de rendre ça plus clair pour vous. Si vous vous souvenez de vos cours de physique, l'énergie mesure la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. Elle est mesurée en joules dans le système international, mais on en parle souvent en water. En gros, on a besoin d'énergie partout, pour tout. L'énergie est issue de différentes sources d'énergie qui peuvent être classifiées en deux groupes. Les énergies non renouvelables, dont les sources ont des stocks sur Terre limités, et les énergies renouvelables, qui dépendent d'éléments que la nature renouvelle. Elles sont du coup dites renouvelées, parce que l'énergie nous parvient par exemple du soleil. Parmi les énergies non renouvelables, il y a les énergies fossiles. On dit fossiles car elles sont issues de matériaux biologiques fossilisés. Par exemple, une plante ou un animal qui est mort il y a des millions d'années et qui, avec le temps, s'est sédimenté sous la terre et la pression exercée pendant tout ce temps crée une source d'énergie, comme par exemple le pétrole ou encore le charbon. Ces énergies fossiles, qu'on appelle hydrocarbures, sont ensuite utilisées. Le pétrole, par exemple, est sorti de terre par des oléoducs, plus connus sous le nom de pipeline d'ailleurs, et une fois récupéré, il est transformé en essence pour la voiture, en kérosène pour les avions ou en mazout pour les bateaux, etc., etc. Le gaz, lui, est directement brûlé pour chauffer nos maisons ou faire fonctionner les gazinières de nos cuisines. Ça, normalement, vous le savez, mais un petit rappel, ça fait toujours plaisir. Ces énergies non renouvelables sont basées sur des ressources limitées et donc on ne peut pas compter sur elles indéfiniment pour développer nos sociétés, qui en sont pourtant aujourd'hui largement dépendantes. Et en plus de ça, elles sont extrêmement polluantes. Un hydrocarbure est formé à partir d'une base de matériaux biologiques. Sur Terre, ces formes de vie sont composées de carbone, le quatrième élément le plus abondant dans l'univers. À l'état gazeux, le carbone est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire que l'une de ses particularités, de ses propriétés, c'est de conserver dans l'atmosphère la chaleur émise par la surface terrestre. C'est ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. Lorsque la quantité de gaz à effet de serre augmente, elle piège encore une plus grande partie de ce rayonnement et donc provoque la hausse des températures. Le plus connu et le plus répandu de ces gaz, c'est le CO2. Mais il en existe beaucoup d'autres qui sont parfois beaucoup plus nocifs, comme le méthane ou le protoxyde d'azote. Ils sont également relâchés dans l'atmosphère terrestre et accélèrent le réchauffement climatique en augmentant l'effet de serre. Les rapports de l'Agence internationale de l'énergie et du GIEC sont clairs. Si on veut garder une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et ainsi éviter les conséquences de chaque degré de plus, on doit laisser les énergies fossiles dans le sol. Et ça commence par stopper ce que l'on appelle l'expansion pétrogazière. Si on ne peut pas pour l'instant couper les robinets des projets existants, on doit tout faire pour empêcher que de nouveaux projets voient le jour. En bref, si on veut garder une planète viable, il va falloir sérieusement se soigner de notre addiction aux énergies fossiles. On mesure l'énergie consommée en watt, qui correspond à l'énergie consommée ou délivrée par un système d'une puissance de 1 watt fonctionnant pendant 1 heure. Aujourd'hui, en France, notre consommation d'énergie primaire se répartit comme ça. Sur ce schéma, on peut voir que le premier fournisseur de la France dans les années 70, c'est le Moyen-Orient, et que petit à petit, il est rejoint par d'autres régions, et c'est le cas notamment de la Russie, qui aujourd'hui fournit la France à peu près à hauteur de 20%. Et sur ce deuxième schéma, on peut voir la consommation des produits raffinés par secteur, et on voit que c'est clairement le transport qui est le secteur le plus énergivore. Ça nous fait émettre 5 tonnes de CO2 par Français et par an, sans compter les émissions contenues dans tout ce que l'on importe, genre nos smartphones. Donc on pourrait en réalité gonfler ce chiffre jusqu'à atteindre 10 tonnes de CO2 par Français et par an. Et on devrait se limiter à moins de 2 tonnes si on voulait se donner une chance de rester sous la fameuse barre des 1,5 degrés, soit 5 fois moins. Ouais, mais en ce moment, on parle vachement d'énergie renouvelable, donc il y a de l'espoir quand même, non ? Oui, mais aujourd'hui, ces sources d'énergie, elles s'additionnent, elles ne se remplacent pas. Notre consommation d'énergie primaire, elle a par exemple été multipliée par 6 au niveau mondial depuis les années 50. Concernant les énergies fossiles, on est loin de s'en débarrasser. Il existe encore 425 bombes fossiles déjà en activité ou en construction et des centaines de projets pétrogaziers en train de voir le jour, comme ICOP en Ouganda dont je vous parle ici très souvent. Selon cette étude parue dans la revue Nature le 12 mai 2022, si tous ces projets sont menés à terme, leur émission potentielle combinée représenterait à elle seule plus de 2 fois le budget carbone mondial, c'est-à-dire le plafond d'émissions à ne pas dépasser pour maintenir le réchauffement à 1,5 degré. Cette courbe, effectivement, ne fait que monter, les émissions de gaz à effet de serre. À un moment, il faut qu'elle descende. Et si elle ne descend pas à partir de 2025,
on n'aura quasiment aucune chance de rester en dessous des 1,5 degrés, ce qui était l'objectif de l'accord de Paris. Et à partir de 1,5 degré, entre 1,5 et 2 degrés, on rentre dans ce que les climatologues du GIEC appellent une forme d'incertitude profonde, avec potentiellement des effets en cascade que nous ne pourrions pas prévoir et que nous ne pourrions pas maîtriser. Et en plus, il n'existe pas d'énergie 100% propre. On a toujours besoin de matière, d'infrastructures pour la produire. Le développement d'énergie renouvelable, il nécessite des minerais rares qu'on est en train d'aller chercher d'ailleurs en ce moment dans le fond de nos océans, ce qui est très dangereux pour les écosystèmes marins. Donc en plus de diversifier ce qu'on appelle notre mix énergétique, en gros les différentes sources d'énergie, il s'agirait de mettre en place deux choses dont on entend parler en ce moment dans l'actu: l'efficacité énergétique, c'est-à-dire utiliser mieux l'énergie, le service final est le même, par exemple chauffer son appartement à 19 degrés, mais on a besoin d'une plus petite quantité d'énergie pour ça, parce qu'on a des murs mieux isolés par exemple. La consommation globale est ainsi réduite, mais on garde un confort satisfaisant. Et la deuxième chose, c'est la sobriété énergétique. Si on suit la définition du GIEC, ça veut dire consommer collectivement moins d'énergie et donc organiser nos sociétés pour en produire moins. Si on fait le parallèle avec la consommation de bonbons de Solal, il s'agirait qu'il ne consomme pas seulement des bonbons moins nocifs pour sa santé, mais qu'il réduise tout simplement sa consommation de bonbons. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Ok, oui, mais d'accord, mais avec les bonbons ça va, mais comment est-ce qu'on fait là maintenant ? Et bien ça, on vous en parle à la fin de la vidéo. Quel est le lien entre la guerre en Ukraine et notre addiction aux énergies fossiles ? Ça ne nous aura pas échappé, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine le 24 février dernier, et depuis ce conflit armé a fait des milliers de victimes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur le plan énergétique, l'Europe est dépendante de la Russie. Une grande partie de l'énergie consommée en Europe vient de là-bas. Et d'ailleurs, 40% du gaz vient de Russie. En 2019, l'énergie créée par la combustion de ce gaz a représenté presque un quart de l'énergie utilisée par l'UE cette même année. Du coup, l'Europe, en payant pour cette énergie, constitue une source de financement importante pour la Russie. Durant les 100 premiers jours de la guerre, les exports de leur énergie fossile ont rapporté à l'État russe 93 milliards d'euros. L'Union européenne est responsable pour 61% de ces exports, ce qui a rapporté environ 57 milliards d'euros aux autorités russes. Durant les 2 premières semaines de la guerre, l'Occident a versé 8 milliards d'euros à la Russie. C'est ce que dit ce rapport, le rapport CREA que l'on a lu pour vous, et on vous le met d'ailleurs en description avec toutes les autres sources utilisées pour cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Face à ce constat, certains dirigeants et l'opinion publique ont fait pression pour 2 choses. D'abord que l'on limite les importations russes, on va en parler juste après, et ensuite que les géants pétroliers non russes cessent leurs activités en Russie. Mais en mai dernier, Total Energy, le géant français des énergies fossiles, faisait partie des 15 grandes entreprises qui maintenaient leurs achats d'énergie fossile russes. Le deuxième lien entre les énergies fossiles et la guerre, c'est la provenance de l'énergie utilisée par l'armée russe. D'où vient le pétrole transformé en kérosène nécessaire aux avions qui ont bombardé Mariupol ? Et c'est là que ça se corse. Total Energy exporte encore du gaz vers l'Europe aujourd'hui et exploite en Russie le gisement de Thermokarstovoï. Le 24 août 2022, Le Monde a publié un article démontrant que les condensats de gaz tirés de ce gisement, une fois transformés en kérosène, servaient à ravitailler des avions de combat russes engagés dans la guerre en Ukraine. Complicité de crimes de guerre. L'accusation est lourde, elle vise le groupe Total Energy. Les énergies fossiles sont une arme géopolitique. D'ailleurs, la Russie a coupé certains oléoducs pour se venger de notre soutien en Ukraine. Notre dépendance au gaz russe démontre la fragilité actuelle du système énergétique européen. La Russie est consciente de la dépendance de l'Europe et la retourne contre l'UE. Elle fait du gaz une arme stratégique. Et ça ne serait pas possible avec des énergies renouvelables, car ce sont des petites infrastructures disperses. Donc le système est moins vulnérable dans l'ensemble. Moralement, pour ne pas financer indirectement la guerre, il paraît évident de notre côté de couper tous les approvisionnements en gaz et en pétrole russe. C'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire. Dans le secteur de l'énergie, et en plus des sanctions individuelles et financières, des sanctions économiques ont été mises en place pour réagir face à l'invasion russe. Ainsi, les États membres de l'UE ont interdit l'importation du charbon russe et aussi les importations par voie maritime de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Russie. De son côté, la Russie a répondu aux sanctions européennes en arrêtant la livraison de gaz à l'UE par le gazéoduc Nord Stream 1. La Russie utilise donc le gaz comme moyen de pression, comme arme de guerre, dit la France.
Ce gaz qui continue malgré tout à être produit par la Russie est aujourd'hui brûlé à l'air libre car le pays ne dispose pas de la capacité de stockage nécessaire. Selon un article de Reporter, une enquête de la BBC publiée le 26 août rapporte que près de 4,34 millions de mètres cubes de gaz naturel, soit une valeur équivalente à 10 millions d'euros, étaient brûlés chaque jour près de la frontière russe avec la Finlande. Depuis des années, le producteur russe brûle le surplus de stock. Il est même champion du monde de la pratique. Mais depuis cet été, le blocage avec l'Europe, le torchage atteint des niveaux inédits. Le torchage de ces gaz libérait environ 9000 tonnes d'équivalent de CO2 par jour. Ces sanctions, combinées à la baisse des livraisons de gaz russes, renforcent une hausse des prix de l'énergie qui avait déjà commencé en 2021. Et maintenant, on commence à être inquiet de l'hiver qui arrive et des possibles coupures d'électricité et de la hausse des prix pour les ménages. En France, la hausse des prix, elle reste aujourd'hui limitée face à la mise en place de ce qu'on appelle le bouclier tarifaire par le gouvernement. Mais ce bouclier tarifaire ne pourra pas durer éternellement et constitue une source de financement massif aux énergies fossiles. Et les collectivités et les petites et moyennes entreprises voient leur facture d'électricité grimper. Si bien qu'on a l'exemple de l'université de Strasbourg qui a annoncé fermer 2 semaines cet été, ou encore des piscines publiques qui ne pourront pas ouvrir cet hiver. Alors deux chemins s'ouvrent à nous. Changer de fournisseur et rouvrir nos centrales à fossiles qu'on avait fermées. C'est en partie le chemin que prend aujourd'hui la France. Mais ça pose 2 problèmes. D'abord, un recul évident sur l'écologie alors où on n'a plus le temps, alors qu'Emmanuel Macron avait promis de fermer en 2022 les dernières centrales à charbon en France. Il a décidé de rouvrir la centrale à charbon de Saint-Avold qui avait fermé. Au large du Havre sont en train d'être installés des méthaniers. C'est une sorte de gros bateaux flottants. Ce sont des bateaux de regasification, c'est-à-dire qu'ils transforment le méthane importé en gaz. Ce méthanier il servira à importer du gaz naturel liquéfié des États-Unis. Or, le gaz naturel liquéfié vient en grande partie du gaz de schiste, qui est la pire des énergies fossiles, avec un bilan carbone plus lourd que celui du charbon. L'empreinte carbone du gaz naturel liquéfié est supérieure d'environ 20% à l'empreinte carbone du charbon. Dans l'urgence, on en profite pour passer au-dessus des lois environnementales. Le projet de loi sur la mesure d'urgence pour le pouvoir d'achat permettra d'ouvrir n'importe quel terminal méthanier pour pouvoir continuer à importer du gaz. Ces gros navires flottants ne sont pas soumis à certaines normes destinées à protéger l'environnement. Le deuxième problème, c'est que ça nous met face à un nouveau dilemme moral. Si on change simplement de fournisseur de gaz et de pétrole, on se retrouve à soutenir malgré nous des États qui sont parfois condamnables pour bien d'autres pratiques. Amnesty International souligne que les Émirats Arabes Unis sont accusés de graves atteintes aux droits humains, détention arbitraire, traitement cruel, inhumain ou dégradant, atteinte à la liberté d'expression, au respect à la vie privée, discrimination, etc., etc. Côté écologie, ils ne sont pas non plus des élèves exemplaires. Le même rapport montre qu'en 2020, le pays a fait pression pour que les baisses de production convenues entre les producteurs mondiaux de pétrole au cours de la pandémie soient annulées. Pourtant, Macron a reçu le 18 juillet 2022 le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, avec pour objectif, selon l'Elysée, l'annonce des garanties émiraties concernant les quantités d'hydrocarbures fournies à la France, qui cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement dans le contexte du conflit en Ukraine. On estime qu'entre un quart et la moitié de toutes les guerres interétatiques depuis 1973 sont liées au pétrole, et que les pays producteurs de pétrole sont 50% plus susceptibles de connaître des guerres civiles. En fait, les combustibles fossiles ont toujours été liés aux conflits et aux guerres, quelle que soit leur origine. Il faut aussi noter que le gaz supplémentaire acheté par l'Europe est acheté au détriment d'autres clients. Suivant la loi très simple de l'offre et de la demande, l'UE plus riche va payer plus cher et recevoir plus de gaz. Mais du coup, certains pays se retrouvent à court de liquidités et ou de gaz, alors que leur système énergétique en est encore largement dépendant. Le deuxième chemin possible, c'est celui de planifier une sobriété énergétique et de renforcer notre indépendance. Le simple fait de passer du pétrole russe à un pétrole provenant d'ailleurs ne peut pas et ne doit pas être la solution, parce que cela ne fait que prolonger notre dépendance au pétrole et donc entraîne la crise climatique, et aussi parce que ça déplace notre dépendance vers d'autres autocraties et d'autres zones de conflit. La réduction de la demande de pétrole prive Poutine d'un pouvoir plus important que le simple fait de se tourner vers d'autres fournisseurs de pétrole. D'autant plus que si la demande de pétrole et de gaz reste élevée sur le marché international, on maintient des prix élevés pour la Russie, qui continue à se faire beaucoup d'argent en vendant son hydrocarbure à d'autres États. Et c'est possible. Selon une étude d'Artelis, l'Europe peut se passer du gaz russe d'ici 2025 sans avoir besoin d'investissements majeurs dans de nouveaux projets d'infrastructures gazières. Remplacer les énergies fossiles russes par des énergies renouvelables aura également des bénéfices au niveau économique, santé et sécurité nationale. Et ça, c'est un rapport du CREA. Les énergies renouvelables nous rendent donc plus indépendants parce qu'elles sont consommées localement, là où elles sont produites. Et comme on l'a vu, elles ne sont pas exemptes d'impact. Alors il faut aussi sérieusement se pencher en premier lieu sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Pour se passer de gaz et de pétrole russe, la sobriété et l'efficacité énergétique sont vraiment centrales.
La sobriété, selon le GIEC, c'est un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. Présenté comme ça, la sobriété, ça veut dire concrètement diminuer notre consommation d'énergie et donc notre production. Puisqu'elle permet d'éviter la dépendance énergétique, la sobriété est centrale pour éviter de recourir aux énergies fournies par la Russie. Des rapports fournis par diverses organisations comme Negawatt, l'IEA ou encore l'Institut Jacques Delors mettent ainsi tous l'accent sur la sobriété comme solution fondamentale pour réduire notre consommation de pétrole russe. Comment est-ce qu'on fait ça ? Ça passe par des mesures simples mais qui ont un impact énorme si on les met collectivement en œuvre. Par exemple, le rapport de Greenpeace explique que si on interdisait les vols courriers, pour lesquels il existe une alternative raisonnable au train dans 80% des cas dans l'Union européenne, et qu'on réduisait les vols d'affaires, on pourrait économiser 8 millions de tonnes de pétrole et 40 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. On pourrait optimiser l'efficacité énergétique de nos bâtiments en accélérant leur rénovation thermique. Un rapport de l'association Negawatt propose de passer d'une vitesse de 130 à 110 km/h sur l'autoroute pour réduire notre consommation de carburant de 25%. Passer de 90 km/h à 80, c'est 14% de la consommation qui est réduite. Les experts de l'IAE ajoutent que si on baissait son chauffage de ne serait-ce que 1 degré, on réduirait notre demande d'électricité de 10%. Donc l'État pourrait l'imposer aux bureaux ou des grandes entreprises par exemple. Les rapports proposent aussi de mettre l'accent sur le télétravail, le covoiturage, des comportements qui réduisent notre dépendance à la voiture et donc au pétrole. Mais attention toutefois, on sait qu'on est tous inégaux face à l'usage de la voiture et face aux conditions de télétravail. En plus de renforcer notre indépendance énergétique, la sobriété présente des intérêts économiques, puisqu'elle nous fait moins dépenser, mais améliore aussi notre santé. Elle renforce notre recherche du lien social, tout en soutenant notre lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement vient d'annoncer son plan de sobriété, dans lequel on retrouve des mesures appliquées au domaine public, comme par exemple la coupure de l'eau chaude dans les bâtiments de l'administration. Mais rien de contraignant pour les grandes entreprises, ni pour les plus émetteurs, qui sont les ménages les plus riches. Elisabeth Borne, par exemple, a appelé à l'exemplarité des détenteurs de jets privés. Quand on connaît le coût exorbitant des émissions de gaz à effet de serre et les dépenses d'énergie de ces jets, on pourrait peut-être penser tout simplement à interdire leur usage récréatif. Ce gouvernement aborde la sobriété d'un point de vue de l'égalité. On demande à tous les Français de faire des éco-gestes, alors que certains vivent déjà au quotidien une sobriété subie. D'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle la pauvreté, tout simplement. Ça peut sembler logique, mais on ne peut pas demander à ceux qui ont peu d'en faire encore plus. Il faut qu'on arrive à demander plus à ceux à qui ça coûte le moins, et moins à qui ça coûte le plus. Mais quand on doit déjà choisir entre se chauffer ou se nourrir, quand baisser le chauffage, ça veut dire peut-être devoir appeler le SAMU parce qu'on vit dans une passoire énergétique. On ne peut pas demander à tout le monde de baisser le chauffage d'1 degré. On peut demander à tout le monde de vivre à 20 degrés. Mais ça veut dire qu'on vit tous à 20 degrés, qu'on permet à tout le monde de vivre à 20 degrés parce que c'est une situation plus ou moins agréable qui permet de rester dans l'accord de Paris. Mais on demande à tous d'être à cette limite-là. Et là, on se rapprocherait un peu plus de l'équité. C'est pourquoi il est nécessaire que cette sobriété elle soit encouragée par les États via des choix collectifs, que ce soit à travers la fiscalité, les aides, les normes juridiques, la création de nouvelles infrastructures qui permettront ensuite de façonner de nouveaux comportements individuels. Je vais vous donner quelques exemples. On pourrait par exemple supprimer la niche fiscale sur le kérosène. C'est une exonération de taxes qui fait que quand on met 1 litre de kérosène dans notre jet privé, ça nous coûte moins cher que quand on met 1 litre d'essence dans notre voiture pour aller travailler. On pourrait aussi interdire la pub lumineuse, vous savez, ces énormes panneaux qu'on voit souvent dans le métro qui consomment à eux seuls autant d'énergie qu'un ménage français pendant 1 an. On pourrait rendre les transports en commun beaucoup moins chers pour encourager les jeunes et les ménages les plus précaires à les prendre plus massivement. Par exemple, en Allemagne cet été, pour 9 € par mois, on pouvait prendre de manière illimitée tous les transports en commun, les bus, les métros et les TER. On pourrait aussi rénover massivement tous nos bâtiments pour éviter les pertes énergétiques qui sont réalisées par ce qu'on appelle les passoires énergétiques, tous les bâtiments qui sont très mal isolés. En bref, il existe plein de mesures intéressantes qui permettraient à toutes et à tous de vivre dignement, de vivre bien, sans remettre en cause la survie de l'humanité. Aujourd'hui, il est donc plus que jamais nécessaire de combiner notre action individuelle à un changement collectif et structurel. Et ça, c'est à l'État de le faire. Une autre organisation de la société, elle est à la fois indispensable, souhaitable et possible. En bref, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que face à la crise de l'énergie qui a été accentuée par la guerre en Ukraine, il faudrait vraiment inverser la tendance actuelle qui est de ralentir l'action climatique pour des mesures de dernière minute, alors qu'on devrait plutôt s'en servir comme un rappel, comme un réveil, pour plus d'indépendance énergétique et de sobriété, de réelle sobriété. Dans un contexte d'urgence climatique qui risque d'accélérer les conflits pour les accès aux ressources, la question de la sobriété et de l'indépendance, elle se pose d'autant plus sérieusement.
Merci sincèrement d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de vous être accrochés, je sais que c'était difficile, que c'est dense. Nous, on a lu plein de rapports et on a essayé de rendre ça le plus clair possible pour vous donner de la matière à penser. En description, on a marqué tous les rapports qu'on a utilisés si vous voulez aller plus loin. Si ça vous plaît aussi ce format où on prend un peu plus le temps, n'hésitez pas à nous dire les sujets que vous voudriez bien qu'on aborde si on continue dans ces thématiques de l'énergie. Bien sûr, on n'a pas pu tout dire, on a dû faire des choix. Mais moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire passer ces messages-là. Si notre travail vous plaît, vous est utile au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force pour continuer à vous informer.